Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in a midday edition of the bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in the French language with Nadine Ambo. Nadine Ambo, bon après-midi. Merci, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Dans la région de l'Ouest Cameroun, une fillette de 13 ans a subi des agressions sexuelles alors qu'elle venait réclamer son dû chez un gendarme en service à la brigade de Babadjou à l'Ouest Cameroun. Selon les proches de la victime, l'homme est accusé notamment d'avoir séquestré, violé l'enfant à son lieu de service. Le principal mis en cause est actuellement gardé à vue à la compagnie de gendarmerie de Bouda. Le récit de Vivien Tonfak et Raphaël Seko. Une rocambolesque affaire de viol agite l'arrondissement de Babadjou depuis la soirée du lundi 31 mai dernier. Cette adolescente, âgée de 13 ans et élève en classe de 6e au lycée bilingue de cette localité, dit avoir été sexuellement abusée par un gendarme. Puis, les faits se seraient produits dans l'enceinte même de la brigade de gendarmerie, située en face du lieu où sa mère fait son petit commerce. Je suis arrivé pour prendre l'argent du poisson. Il a dit que j'entre dedans pour prendre l'argent du poisson. Je suis arrivé, il m'a tiré pour mettre dans une chambre. Libérée des griffes de son présumé bourreau, la fillette va vaincre la peur, malgré les menaces de représailles qui, selon ses dires, lui ont été proférées, et va se confier à sa génitrice. J'ai commencé à pleurer, il m'a lâché. Je suis sorti, je suis parti dire à ma mère. Quand elle est sortie, il a dit à mon père. Je suis monté comme ça à la brigade. J'ai cherché à rencontrer le commandant. Le commandant était tout juste derrière, il est venu. Il m'a fait comprendre qu'on s'assure, on va à l'hôpital. Conduite au centre médical d'arrondissement de Babadjou. Après ces hallucinantes révélations, la fillette a subi une série d'examens. L'hôpital à Saint-Marc, on est parti à l'hôpital a confirmé qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il a fait sur l'enfant. Je ne sais qui doit s'occuper de cet enfant. Je suis dépassé. Je suis dépassé, que la justice soit faite. Menacé de lynchage par des populations en furie, son présumé bourreau a été interpellé et est, selon nos sources, gardé à vue à la compagnie de gendarmerie de Bouda en attendant les résultats des examens approfondis exigés pour établir ou non sa culpabilité. Cette affaire éclate alors que le gouverneur de la région de l'Ouest vient d'exprimer son inquiétude sur la montée vertigineuse des cas de viol dans sa région. Les viols et les enlèvements dans nos grandes métropoles sont des nouveaux phénomènes à faire face et mettre un terme urgemment. Dès lors que les forces de l'ordre, invitées à s'activer dans la lutte contre ce fléau, aux graves séquelles, peuvent en devenir les auteurs, il y a lieu de craindre. Le mauvais état des routes et la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun préoccupent le chairman du SIF, Ninjon Fundi, dénonce de laxisme et la négligence des dirigeants camerounais à pouvoir réhabiliter les routes dans la région du nord-ouest Cameroun. Ces routes en piteux état où les populations peinent à se mouvoir aisément. Voici à ce sujet le reportage de Martin Abanda. Les conditions de vie des populations de la zone anglophone et la crise sécuritaire qui y règne sont les préoccupations sur lesquelles le chairman, leader du SDF, a tenu à s'exprimer lors d'un entretien accordé à l'émission The Inside, notamment les 60 km de calvaire sur la route Bamenda-Babadjou auxquels sont confrontés les voyageurs. It's easier for people to leave Santa by on foot to Babadjou and come back. C'est plus facile pour les voyageurs de quitter Santa à pied pour Babadjou qu'en voiture. C'est pour cela qu'on avait interdit le péage à Santa. Il est incompréhensible que l'on quitte une ville du Cameroun pour se rendre à Bamenda et dormir obligatoirement à Babadjou à cause du mauvais état de la route. Bamenda, you are coming to Yaoundé here or going to Douala or anywhere in the southwest or wherever. Just from Santa, you come again sleep in Babadjou. Pour le cas du Ring Road,
sur la nationale numéro 11, ayant fait l'objet de moult promesses de réhabilitation et de construction, le président national du Front social-démocrate fait savoir que cela est devenu une ironie. You could use the road from Bamenda to Wum. Le ring road quitte de Bamenda à Wum jusqu'à Messager en passant par Kambe, Nso et Ndop pour y retourner à Bamenda. C'est ça qu'on appelle le ring road. Mais chaque année, dans son discours annuel, le président de la République, Paul Biya, promet l'arrangement de cette route et les populations acclament chaque fois. Je me pose la question de savoir si ces Camerounais sont nés pour applaudir à chaque fois. Le ring road est devenu un objet de moquerie envers les populations du Nord-Ouest. And you see, the ring road became a mockery to the people of the Northwest. La libre circulation des biens et des personnes est davantage bien complexe dans cette zone du pays. Selon le chairman, le chantier a été interrompu en raison de l'affectation des frais de construction vers un autre projet. Aussi, il déclare que l'insécurité qui y sévit aurait été freinée si la route était favorable au trafic. Si la route avait été finie dans les délais comme convenu, c'est que l'insécurité ne devait pas trouver une route dégradée. Au moment où les travaux étaient bien avancés, le gouvernement a trouvé mieux d'orienter l'argent de ces chantiers vers le projet de construction du port du Kribi. À cause de cela, la situation a dégénéré. Il est une évidence, c'est que le Nord-Ouest, dans sa majorité, connaît ce fâcheux problème d'enclavement qui laisse croire à un abandon. Et dans ce journal, évoquons à présent ce mouvement d'humeur des hémodialysés devant l'hôpital général de Yaoundé dans la région du centre. Des dizaines de patients hémodialysés ont battu le pavé pour dénoncer leur mauvaise prise en charge au sein de cette formation sanitaire. Le reportage de Guizot. Devant l'hôpital général à Yaoundé, c'est dans leur dernière force que les hémodialysés, une bonne dizaine au total, ont dû aller puiser pour manifester leur colère devant le sort qui leur est réservé. Assis à même le sol, certes éreintés, mais obstruant la route devant l'hôpital général, les messages inscrits sur leur pancarte sont significatifs de leur désarroi. C'est un véritable chemin de croix que décrivent les malades hémodialysés pour avoir accès aux soins. Nous venons ici en dialyse 2 jours, c'est-à-dire vous venez à la veille, vous devez passer vos 4 heures de dialyse et vous revenez le lendemain, vous venez à 6 heures, vous revenez le lendemain à 6 heures. C'est très grave, nous n'avons plus de vie. Je sors loin à l'ancienne route ça. Depuis dimanche, je suis ici là, je ne dialyse pas, je ne mange rien. Et tout ça là, la salle d'eau, ça ne fonctionne pas. On ne dialyse pas normalement comme il faut. Nos vies sont en danger, c'est comme ça qu'on meurt, comme les souris. Les patients dénoncent un statu quo dangereux dans lequel aucune évolution n'est enregistrée au sujet de l'amélioration de leur prise en charge. Même le kit, tout ce qu'il faut pour nous permettre de faire une bonne dialyse, il n'y a pratiquement rien. Tout le temps, ils nous parlent de commandes de l'État, il faut faire les marchés, il faut faire là. C'est vraiment très grave, nous n'arrivons pas à être dialysés. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est qu'il puisse nous permettre de dialyser comme des hommes normaux. Les malades pointent les promesses non tenues du ministre de la Santé publique. Le ministre est venu il y a 2 mois, il nous a promis de nouvelles machines. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Nous sommes très étonnés et on a même demandé à un certain nombre d'infirmiers qu'il n'y a pas. Le service est complètement... Le service n'existe pas. Une fois de plus, après avoir manifesté leur courroux, les hémodialysés en sont réduits à lire l'heure, pratiquement réduits à attendre que le glas sonne pour eux. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, avec un peu plus de 10% de la population camerounaise vivant avec un handicap et moins d'un taux d'1% de représentativité dans les sphères de décision. Les personnes vivant avec un handicap subissent de nombreux abus et le non-respect de leurs droits. Et devant le peu de considération donnée aux personnes vivant avec un handicap au Cameroun, les maires de plusieurs communes viennent d'être édifiés sur la nécessité de prendre en compte les attentes et les préoccupations de ces personnes par le truchement de la Cameroun Baptist Convention. Voici donc à ce sujet cette déclaration de Glory Agor de la Cameroun Baptist Convention.
il y a beaucoup de barrières que les personnes handicapées face dans la communauté. Il y a les barrières de communication, il y a aussi les barrières infrastructurelles, il y a des barrières d'inaccessibilité parce que quand on fait la construction, et on ne considérait pas qu'il y a personne qui ne peut pas assez escalier et il faut qu'on considère la construction qu'on fait le rame en place des escaliers. Il y a aussi de grandes barrières, des attitudes négatives. Oui, les personnes handicapées fassent beaucoup d'attitudes négatives. On fait cette demande encore, qu'il faut qu'on augmente ce qu'on fait déjà, parce que l'attente est beaucoup et les ressources est vraiment minimales. Donc il nous faut encore augmenter dans cette axe-là. Et je demande aussi que la deuxième phase de nos centres sociaux soit complétée parce que ça va beaucoup nous apporter dans ce sens-là. Vous avez donc la suivi Fodo, maire de la commune de Balikumbat, ainsi que celle de Glory Agor de la Cameroun Baptist Convention. À présent, l'actualité sportive est sur le chemin de la CAN 2022 au Cameroun, donc réservé à l'époque à une élite blanche. Notre reporter cet après-midi nous plonge dans l'histoire de la naissance du football en Afrique et même la création de la Confédération africaine de football. Voici le reportage de Jean-Paul Chouniat. Contrairement à ce que pourraient penser des milliers de fans de foot dans le monde, la pratique de ce sport sur le continent africain commence bien avant 1957, date de naissance de la Confédération africaine de football et la toute première édition embryonnaire de la Coupe d'Afrique des Nations au Soudan. L'histoire situe alors en 1860 l'arrivée de ce sport en Afrique, en tout début de la période coloniale, réservé tout d'abord à l'élite raciste blanche. Les populations noires sont dans un premier temps tenues très loin de ce sport, mais c'était sans compter la capacité du football à vite déborder les limites d'un champ restrictif virtuel. Une fois l'Afrique décapitée à la conférence de Berlin de 1884, les forces d'occupation prennent possession du continent, imposant ségrégation, exploitation, torture, cherchant surtout à freiner l'essor d'un sport qui va vite devenir un moyen de lutte, d'éveil de conscience pour l'affranchissement des peuples opprimés aux quatre coins du continent. Ainsi au Maghreb, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe, les administrateurs coloniaux blancs et les missionnaires usent de la force et tout type de ruse pour détourner les Africains de ce moyen d'expression qui bouscule tout sur son passage, notamment le complexe d'infériorité de sous-hommes. Face à l'ampleur de la ségrégation raciale, de tenir à distance les populations noires, des clubs locaux naissent à profusion entre 1910 et 1930, mettant ainsi en ébullition politico-sportive le Maghreb, avec par exemple le Front de Libération Nationale en Algérie, un mouvement qui n'épargne pas l'AOF, l'Afrique occidentale française, l'AEF, l'Afrique équatoriale française, l'Afrique de l'Est et le pays continent, le Congo belge et toute l'Afrique australe, avec la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Dans la série de reportages qui va suivre, Equinox Télévision va vous emmener au cœur des hauts et des bas d'un sport, le football, dont son appréciation et sa pratique dans plusieurs pays d'Afrique ont secoué tout un continent, bousculé les lignes de la colonisation de 1884 jusqu'aux indépendances de façade courant la décennie 1960. Le reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. A sigh of relief within Christians of the Roman Catholic Church, or among Christians of the Roman Catholic Church, those of the Mamfe Diocese of the Bamenda Ecclesiastical Province of the Roman Catholic Church, after spending more than a week or following the release of Reverend Father Christopher
Agbo. After spending more than a week in captivity, the Reverend Father Christopher Ebuka was set free yesterday. He was picked up by unidentified individuals and taken to an undisclosed destination while he was visiting some outstation churches of the Mamfe Diocese. Following his liberation, Father Christopher Ebuka returned to Mamfe, chief town of the Manu division of the southwest region of Cameroon. In the early hours of yesterday, Equinox Television got one of his very first reactions after his liberation in the following extract. My brother! They're here with us. We are rejoicing now, Sakum. Yes, I'm very happy. The Lord has done it for us. Every mother Christian charity has won the battle for us. Amen. As you see me, I am very fine. Thank you very much. Nobody has touched me. I am whole and hearty. Amen. Together with my bad man. Amen. Thank God. We are welcoming you back home. Reverend Father Christopher Ebuka of the Mamfe Diocese of the Roman Catholic Church, speaking there shortly after his release. He was abducted by unidentified individuals, and within the context of the armed conflicts rocking the northwest and southwest regions of Cameroon, the west region that shares a long border with the two conflict regions is having an increasing rate of insecurity over the 6 months. The regional governor, Awafonka Augustine, made the revelation during the Security and Administrative Coordination meeting in Buda, chieftain of the Bambutus division of the West region. During the meeting with security and administrative stakeholders of the West region, Awafonka Augustine called on the people of the divisions, that is the Nun, the Bambutus and the Mena division bordering the northwest and southwest, to be very vigilant. Details with Charles Ekome in the following report. The security situation in the west region of the country over the past months has degenerated due to the Anglophone crisis, considering that this region borders the troubled northwest region, says the governor of the west region, Awafonka Augustine. Since we've registered some problems within the last 6 months, amongst them we've registered so many attacks at the level of our region, especially the divisions bordering the west region and the southwest region, leading to the loss of lives of some military men and civilians. The governor also explains the rising crime wave in the region, which has further escalated, a situation which, according to him, must be put to an end. I would like to also mention this new phenomenon of a number of rape cases and kidnappings, a new phenomenon that we're just registering in our region. We think that at the end of this meeting we should be able to map out strategies to put an end to this new form of criminality that is traumatizing the population. The region did not also escape from the grip of the plaguing coronavirus pandemic, as it is said to be the third hardest hit region in the country. COVID-19 has really come to change the lives of the population. It has affected us greatly because we are the third hardest hit region in the country, as well as several projects which would have helped in the development of the region that is dragging on, the case of Baba Jubamenda. Despite all these problems faced by inhabitants of the region, Governor Awafonka Augustine sees positivity in the upcoming African Cup of Nations scheduled for 2022. He says they are proud of their achievement vis-a-vis this project, which has enlightened communities in the region. A lot has been done economically since the issue of the AFCON, which has the West region will be harboring one of the pools. Because of that economic and social aspect, so many projects have been registered and executed in this region. We are really very proud because it is a new region and the population are very happy. All that said, according to the governor, there is still much to be done
in order to enforce security in the West region. Charles Ekome reporting, as I indicated, the main call from the governor of the West region was sent to the inhabitants of the Nun, the Bambutos and the Menua divisions. And I will take you from the West region to the Central region of Cameroon, where kidney failure patients yesterday took to the streets of the political capital city Yaoundé, demanding for adequate medical attention. They were protesting in front of the Yaoundé General Hospital yesterday. Many of them are said to be dying because of difficulties hindering them from having their regular dialysis sessions. Inadequate and insufficient medical equipment are some of the problems raised by the patients who protested in Yaoundé yesterday. In the following extract, we captured the reaction of one of the very angry kidney patients who protested in Yaoundé. We are in the hospital, we cannot dialyze because there is no water, we don't have machines. There are about 400 of us, and there are only 10 machines, and they are not even working. So we are suffering, we are dying. Every people are dying here, every day people are dying because of this dialysis. We are not doing that, there are no machines, there is no water. The whole general hospital in Yaoundé, they don't even have water for the patients. It's very bad. So the government is see it to it. But we are dying, we are really dying. There are people here that they are staying for 2 weeks that they are lying because there are no machines, there is no water for dialysis. So we are making the government to see it. They should not abandon us. We are human beings, we are people like them. Though they are there, they are enjoying, we are not enjoying. We are suffering. Our families are suffering. Police in Bolova in the south region of Cameroon have opened an investigation to unveil the mystery surrounding the death of a 25-year-old guy who reportedly died along a swimming pool in one of the neighborhoods, that is the Mekela neighborhood of Betua. Family members say the son and brother was assassinated. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. The lifeless body of 25-year-old Remy Joseph being examined by a forensic doctor at the Mekalat neighborhood in Eboloa, south region of Cameroon. The discovery, made in the early hours of May 31st, has left family members inconsolable. The relatives of the victim strongly believe Remy Joseph did not commit suicide but was rather assassinated. According to sources, Remy Joseph had a heated argument with his girlfriend last night after she received a phone call in his presence. I woke up in the morning and found him dead, but I did not get close to him because I was scared. I immediately alerted others and they confirmed that he is dead. I noticed that blood was oozing out from his nose and behind his head. It shows that he got involved in a fight. Yesterday night, he had an argument with his girlfriend because of a phone call. His girlfriend later went and slept, but I do not know if she woke up later because I equally fell asleep. Ma copine est partie se coucher, mais je ne sais pas si elle s'est réveillée parce que moi j'étais encore endormie. Je ne sais pas. Plus de 22 heures, nous étions ensemble. I was informed in the morning that he is lying dead at home. We parted ways yesterday at about 10 p.m. He and his girlfriend had an argument that night, but they later reconciled. We do not know if he was killed or he died a natural death. His lifeless body was later taken to the Nongal Central Hospital's mortuary. While waiting for the forensic doctor to explain what must have killed the victim, elements of the Gali Gendarmerie have already opened investigation. Supply is said to be disturbing preventive or preparatives ahead of end of course examinations for candidates of the Mongo division of the Litwa region of Cameroon. Some of the candidates also say that the two-shift educational system introduced by the government of Cameroon did not help them to be able to cover their work, and they are using the last days to get themselves fully prepared for a luck and success on the D-Day. Details in the following report. Few days to the start of official end of course examinations in Cameroon.
Candidates in the Mongo division of the Littoral region are multiplying strategies for success. These strategies include, among others, intensified group studies, extra classes, late night studies and general revision mainly done in the evenings. Some days we work from 5 p.m. to 8 p.m. and others we work from 5 to 6 p.m. only. Some of the candidates say they could not effectively cover their syllabus with the 2 shifts educational system introduced in Cameroon and are thus compelled to work harder now to be able to catch up. The 2 shifts educational system introduced this year made things difficult for us. It wasn't easy going to school in the afternoon under the sun to begin studies. We could not complete our program. But the option to intensify studies only within the last days to the examination proper is being challenged by school administrators like Mr. Desiree Ntumba, principal of Government High School Penja. We're telling them that exams are prepared on the first day. They should endeavor to make sure that every day they read their notes. What they call stage bloqué, we ask them not to do it because this stage bloqué, as they call it, is a period where they will learn. They will read in the morning, read in the afternoon, and even read in the night. This will not help them prepare well their exams. Because if they do it, they will collapse during their exams. We see some students collapsing in the classrooms is because there's been reading overnight. So we ask them not to do that to prevent such situations. We advise them not to eat heavy and they should be eating much fruit. At the end of the day, they can go back and eat what the parents have prepared. And the last minute preparatives in the Mongo division of the Littoral region is however faced with enormous challenges, including an epileptic electricity supply. Some days we work from 5 p.m. to 8 p.m. and others we work from 5 to 6 p.m. only. It is not easy at all studying with the on and off electricity supply which we have here. The 2 shifts educational system introduced this year made things difficult for us. It wasn't easy going to school in the afternoon under the sun to begin studies. We could not complete our program. To parents of candidates, experts recommend maximum understanding and collaboration with their kids during these final days as they cut their teeth and dot their I's. That report brings us to the end of the midday edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We shall be back tomorrow at 7 a.m. God willing. I see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Ensemble, célébrons le foot devant l'UEFA Euro 2020.